Bonjour, je suis Nicolas Jaudoin, neurologue à l'unité des troubles du mouvement André Barbeau du CHUM. C'est avec plaisir que j'ai accepté la présidence d'honneur du programme Marcher sous la pluie, une série de conférences organisées par Parkinson Québec dans le cadre du mois de la sensibilisation à la maladie de Parkinson. Le but de ce programme est de promouvoir le pouvoir d'agir des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Monsieur Jean-François Gagnon est neuropsychologue et professeur au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal. Sa présentation portera sur un des symptômes non moteurs associés à la maladie de Parkinson, soit les troubles du sommeil. J'espère que ces conférences sauront vous plaire et répondront à vos questions. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci beaucoup d'être ici. Merci pour votre patience. C'est pas l'idéal avec les lumières également, mais bon, on va faire de notre mieux. Donc, je commence. Pour la présentation, ça va. Ça porte sur le sommeil aujourd'hui. Et on commence par la prévalence. En fait, je vais vous demander même de lever la main ceux qui se plaignent de leur sommeil, ici dans la salle. Est-ce qu'on peut répondre pour Voilà. Écoutez, toutes les études qui ont été faites par questionnaire ont montré que c'est entre 60 et 100 des gens qui ont la maladie de Parkinson qui vont se plaindre de leur sommeil, donc de moins bien dormir, d'avoir un sommeil plus fragile. C'est beaucoup plus que des individus qui n'ont pas le Parkinson du même âge et du même sexe. C'est la colonne qui est en vert, on ne le voit pas très bien. Et c'est même plus que d'autres maladies comme le diabète, donc des maladies qui sont également invalidantes. Donc, on voit que c'est vraiment un problème qui est majeur, qui est très sérieux. Et déjà même en 1817, quand James Parkinson a identifié les premiers cas de maladie de Parkinson, les plaintes de sommeil étaient mentionnées. Mais je vous dirais que ça fait peut-être une vingtaine d'années qu'on s'intéresse vraiment au sommeil, que c'est devenu quelque chose de très important, à la fois pour les gens qui sont atteints, pour vous, mais également pour la communauté médicale et les recherches. Les recherches ont vraiment explosé dans les 15 dernières années sur les troubles du sommeil dans la maladie de Parkinson. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? En fait, je vais essayer de vous parler un peu des différents facteurs qui peuvent influencer le sommeil. Parce que, bon, vous souffrez, je prends une personne qui souffre de troubles du sommeil, bien sûr, il y a l'âge qui va avoir un impact. Il y a également les médicaments qui sont pris qui peuvent avoir un impact, les habitudes de vie qui peuvent avoir un impact et la maladie de Parkinson comme telle. Donc, vous voyez que c'est un cocktail, hein? C'est un mélange de plusieurs facteurs. Donc, on dit souvent que les problèmes vont être d'origine multifactorielle, donc associés à différentes causes. Et on va essayer de les détailler brièvement aujourd'hui. Puis, je vais vous amener également vers les interventions qu'on peut faire. Et je vais mettre l'accent sur l'insomnie. L'insomnie, c'est probablement un des troubles qui est le plus invalidant, que les gens vont se plaindre le plus. Donc, je vais vous parler un peu de thérapie pour l'insomnie qui ont été déjà vérifiées et je vais vous donner des trucs, en fait, plusieurs petits conseils à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que le sommeil, premièrement? On dit que c'est un état de conscience qui est réversible. On peut sortir du sommeil, c'est réversible, qui est caractérisé par une sensibilité réduite à l'environnement. C'est-à-dire qu'on devient, notre cerveau, notre corps devient un peu refermé sur lui-même et on se protège un peu des éléments extérieurs. Donc, on devient moins sensible à ce qui se passe à l'intérieur, ce qui nous précipite dans un état de sommeil. Ça représente quand même le tiers de notre vie, hein? Donc, c'est majeur, c'est comme manger, c'est comme faire de l'exercice, c'est vraiment un pan très majeur de notre vie et c'est vital, tant sur le plan physique que psychologique. Donc, un manque de sommeil chronique, un manque de sommeil important, ça peut avoir des conséquences importantes là, pour l'individu, tant pour sa santé physique que sa santé psychologique. Et on le mesure, le sommeil. En laboratoire, on est en mesure d'identifier qu'une personne est en train de dormir et on est même en mesure d'identifier dans quel stade de sommeil elle se trouve. Donc, on est capable en fait, vous voyez ici un peu les instruments, donc des électrodes qu'on va posées sur le cuir chevelu qui vont permettre d'enregistrer l'activité électrique du cerveau. Et c'est cette activité électrique-là qui nous permet de savoir dans quel état de conscience, est-ce que la personne est éveillée, est-ce que la personne dort, est-ce que la personne est en train de rêver. C'est grâce à ces ondes-là ici qu'on peut départager les différents états de conscience. Et vous le voyez peut-être pas très, très bien, mais bon, on met des électrodes également sous le menton pour mesurer l'activité musculaire, autour des yeux pour mesurer les mouvements des yeux. C'est d'autres caractéristiques qui vont nous permettre de préciser dans quel état de sommeil notre personne se trouve.
Et en fait, on s'est rendu compte que le sommeil, ce n'est pas un état passif, hein? Ce n'est pas un état continuel dans lequel on est éteint en quelque sorte. Il se passe beaucoup de choses durant le sommeil et on va traverser différents stades. On en nomme 5. Les 2 premiers, c'est le stade 1 et le stade 2. Le stade 1 et le stade 2, en fait, c'est l'endormissement. C'est lorsque la personne commence à se sentir fatiguée, somnolente et qu'elle pénètre tranquillement dans le sommeil. C'est le stade 1. Par la suite, le stade 2, donc c'est un sommeil qui est toujours léger, mais qui s'approfondit un peu plus pour en arriver au stade 3 et 4, qui sont des stades profonds de sommeil. C'est durant ces stades-là que vraiment notre corps se repose, que notre cerveau se repose. Et soudainement, on a le sommeil qu'on dit paradoxal, et c'est le sommeil des rêves. C'est durant le sommeil paradoxal qu'on voit les yeux bouger, qu'on est paralysé, et cette paralysie-là nous empêche de mimer nos rêves, d'acter nos rêves. Et les rêves les plus importants, là, les rêves qui ont beaucoup d'émotions, beaucoup d'histoires, ce sont les rêves qui se produisent dans le sommeil paradoxal. Donc, à environ 5 stades. Stade 1, 2, on parle de sommeil léger. Stade 3, 4, de sommeil plus profond. Et le 5e, qu'on appelle le sommeil paradoxal, qui est le sommeil des rêves dans lequel notre corps est paralysé. Et lorsqu'on regarde une nuit typique de sommeil, on se rend compte qu'une personne, ici on a 8 heures de sommeil en bas, on se rend compte que la personne va traverser ces différents stades de sommeil-là, un après l'autre, et va avoir parfois une période d'éveil. La personne va retomber en sommeil, va avoir une petite période d'éveil. Donc, dans une nuit normale, on peut se réveiller. Parfois, on s'en rend compte, des fois moins. On peut se réveiller 4, 5, 6 fois environ et on va traverser les différents cycles de sommeil. Donc, beaucoup de sommeil profond en début de nuit et du sommeil léger, ainsi que du sommeil paradoxal en bleu ici, en fin de nuit. Donc, vous voyez que c'est un processus qui est actif, hein? Vous n'êtes pas dans un état stable de sommeil, vous vraiment traversez différents stades. Quelques aspects importants sur le sommeil. On se fait souvent poser la question, quelle est la quantité de sommeil nécessaire? En fait, il n'y a pas de réponse, ça dépend de chacune des personnes et je vous dirais que c'est lorsqu'une personne se sent reposée. D'accord? La moyenne, c'est autour de 7 heures de sommeil. Chez les personnes âgées, on va parler autour de 6 heures de sommeil. Mais il y a des gens qui vont dormir 4 heures et qui vont être très reposés le lendemain, comme il y a des gens qui vont dormir 10 heures pour se sentir reposés. Donc, la réponse typique, c'est de dire que j'ai besoin, moi, de tant de quantité de sommeil pour pouvoir être bien reposé. Le sommeil est très sensible à plusieurs facteurs, comme l'âge. Avec le vieillissement, le sommeil se fragilise. Le stress. Lorsqu'on vit des inquiétudes, du stress, c'est plus difficile de dormir, notre sommeil est plus léger. Certains médicaments peuvent soit provoquer le sommeil ou encore rendre le sommeil un peu plus difficile. La maladie, que ce soit la maladie de Parkinson, mais toute maladie dans laquelle il y a des douleurs, dans laquelle il y a des incapacités physiques peuvent modifier notre sommeil, ainsi que les habitudes de vie. Par exemple, écouter la TV. Est-ce que c'est bon d'écouter la TV dans notre chambre avant de s'endormir? Non, parce que c'est une source lumineuse qui va envoyer comme signal à notre cerveau qu'on doit rester éveillé. Donc, il y a plein d'habitudes de vie, l'alimentation, l'exercice, tous ces facteurs-là peuvent avoir un impact sur notre sommeil. Et si on a une mauvaise nuit, hein, une seule mauvaise nuit, ça l'entraîne dans la journée suivante de la fatigue, de la somnolence. Il peut y avoir diminution de la concentration, de notre attention, capacité à suivre les choses. Et notre humeur est plus variable un peu. En tout cas, moi, personnellement, si je dors moins bien 1 ou 2 nuits, je me sens plus anxieux, je me sens plus irritable. Donc, ça peut avoir vraiment un impact quand même assez majeur. Il y a également le fait de faire des siestes dans la journée. Et on se fait souvent dire, est-ce que c'est bon de faire des siestes? La réponse, c'est oui, mais pas trop longue et pas trop tard. Idéalement, là, la recommandation que je vous ferais, c'est de faire une sieste d'environ 20-30 minutes juste après le dîner. Parce que si vous faites une sieste plus longue, vous allez rendre votre sommeil de nuit plus difficile à atteindre. Vous allez avoir un impact sur votre sommeil de nuit. Et si vous faites votre sieste trop tard, 4, 5, 6 heures, bien, ça va massacrer en quelque sorte votre sommeil de nuit. Donc, les siestes, c'est, je vous dirais, recommandé d'en faire une petite de 20-30 minutes après le dîner. Et les gens qui souffrent de problèmes de sommeil, que ce soit l'insomnie, mais il y a également d'autres problèmes de sommeil, vont vraiment vivre des inconforts majeurs qui vont affecter à la fois la santé physique et la santé psychologique, hein, les problèmes d'humeur, la variabilité de l'humeur. Maintenant, pour le Parkinson, quels sont les problèmes de sommeil qu'on retrouve de façon plus importante dans le Parkinson que chez quelqu'un qui n'a pas le Parkinson du même âge? Donc, quels sont les problèmes qui sont un peu plus fréquents
dans la maladie de Parkinson, il y a bien sûr l'insomnie. Quand je vous parlais de la plainte au début, là, 60 à 100 des gens qui se plaignent, bien, les gens se plaignent d'avoir des difficultés à maintenir leur sommeil, à se réveiller trop tôt, à ne pas se sentir reposé après une nuit de sommeil. Donc, l'insomnie, c'est un des problèmes de sommeil les plus souvent rapportés dans le Parkinson. Et c'est surtout des difficultés à maintenir le sommeil. Donc, les gens, ils vont s'endormir relativement bien, rapidement, mais après 2-3 heures, 4 heures de sommeil, ils vont se réveiller. Et c'est là que ça va être difficile de maintenir le sommeil. Ils vont rester éveillés trop longtemps. Ils ne vont pas retomber dans le sommeil. Donc, on appelle ça une insomnie de maintien. Difficulté à maintenir son sommeil durant la nuit. Et des réveils matinaux prématurés. Les gens vont se lever vers 4 heures, 5 heures, alors que normalement, bon, ce serait préférable d'aller vers 6 heures, 7 heures, 8 heures. Autre problème qui est noté, c'est de la somnolence durant la journée et de la somnolence qui est excessive. On peut parler même d'attaque de sommeil. Souvent, c'est une envie vraiment rapide qui peut surgir à différents moments, une envie de dormir. Donc, ce n'est pas une fatigue que les gens vont traîner, c'est vraiment une envie irrésistible de dormir. Et ça, c'est très important chez les gens qui ont le Parkinson par rapport à quelqu'un qui n'a pas le Parkinson. Également, bien, vous voyez bien la figure ici, bon, au volant, la personne a de la difficulté à rester éveillée, bien, c'est quelque chose qui peut survenir assez fréquemment. Des problèmes avec, sur le plan moteur réellement, des douleurs durant la nuit, des contractions, des spasmes et la persistance des phénomènes moteurs que vous vivez durant la journée, des difficultés à vous tourner dans le lit, des difficultés à initier des mouvements dans le lit, ça fait qu'on se sent un peu pogné dans notre lit, on n'est pas à l'aise de pouvoir bouger. L'autre problème sur lequel je travaille, c'est le trouble comportemental en sommeil paradoxal. Un grand nom pour dire que ce sont les gens qui, durant le sommeil paradoxal, ne seront pas paralysés et vont faire des gestes, des mouvements, donner des coups, crier, et ça va être relié souvent à qu'est-ce que la personne rêve, ce à quoi la personne rêve. Donc, c'est de mimer en quelque sorte ses rêves. Et dans la maladie de Parkinson, c'est environ 40 à 50 donc presque une personne sur deux, surtout les hommes, qui vont vivre ce problème de sommeil-là, donc acter, bouger durant la nuit. Et ça peut être dangereux pour le conjoint, hein? Vous pouvez frapper votre conjoint, vous pouvez vous blesser. Donc, c'est un problème qui intéresse de plus en plus les gens et qu'on peut quand même parvenir à bien traiter. J'ai une vidéo ici, j'espère que c'est ordinaire, mais on va y aller pareil. Donc, c'est quelqu'un qui dormait au laboratoire du sommeil et portait attention dans le coin supérieur ici. Et la personne va donner des coups. Et la personne est en train de rêver en fait qu'un voleur attaque sa conjointe. Et il est fâché. Donc la personne dort, la personne est en train de rêver. La personne devrait être paralysée et ne pas bouger. Mais elle frappe le voleur qui est en train d'attaquer sa femme. Et à la fin, bon, c'était dur à voir, mais il y a une petite caresse. Hein? Bien, il portait soin à sa conjointe qui avait été blessée dans son rêve. Donc, cette personne-là, on l'a réveillée et elle nous a raconté qu'est-ce qui est en train de se produire. Il y a peut-être des gens qui se reconnaissent dans la salle. Donc, c'est quelque chose qui est assez fréquent, une personne sur deux dans la maladie de Parkinson. Et donc, ça demande quand même de bien modifier l'environnement de la chambre pour éviter les blessures, éviter les objets dangereux et parfois faire lit à part parce que ça peut être dangereux pour la conjointe ou le conjoint. L'apnée du sommeil, c'est un problème, c'est lorsque les voies respiratoires cessent de fonctionner brièvement durant la nuit. Donc, il y a affaissement des muscles ici qui va bloquer la respiration pendant quelques secondes. C'est ce qu'on appelle l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil n'est pas plus fréquent dans le Parkinson que chez les gens qui n'ont pas le Parkinson. On croyait que oui, mais on se rend compte que la prévalence est identique. C'est par contre un problème de sommeil important parce que ça peut avoir des conséquences importantes pour la santé physique, donc des problèmes des fois cardiovasculaires. Et ça fait qu'on est très somnolent le lendemain. On a l'impression de ne pas avoir bien dormi, même si on peut dormir vraiment une nuit de 9-8 heures environ. Donc la personne, le lendemain, se sent très fatiguée. Et c'est la source de plusieurs problèmes physiques. Donc, c'est l'interruption de la respiration durant la nuit. Souvent, c'est le conjoint qui va dire « J'ai été obligé de te frapper parce que tu as arrêté de respirer durant la nuit. » Ça devient inquiétant un peu. Les gens ne s'en rendent pas toujours compte, mais souvent, en fait, on appelle un peu les apnées du sommeil le tueur silencieux. C'est quelque chose qui peut durer des années sans être traité parce que ça se traite quand même assez bien. Donc, c'est l'apnée du sommeil.
Il y a également deux autres pathologies, les impatiences musculaires des membres inférieurs. Ce sont des picotements, des engourdissements dans les jambes qui surviennent surtout en soirée. Et ce picotement-là fait qu'on a un besoin irrésistible de bouger les jambes. On est incapable de rester assis, de regarder la TV, d'être au cinéma. Les gens doivent se promener, bouger les jambes pour soulager ces engourdissements-là, ces picotements-là. Et durant la nuit, ça se traduit par des mouvements des jambes. Les jambes vont donner des coups de façon cyclique durant la nuit. Et c'est ce qu'on appelle les mouvements périodiques des jambes. Donc, retenez en gros que ce qu'on retrouve le plus souvent dans le Parkinson, c'est de l'insomnie, les difficultés à maintenir le sommeil, la somnolence durant la journée, une somnolence excessive, des coups de fatigue, des coups de besoin de dormir, le trouble comportemental en sommeil paradoxal, c'est les gens qui vont mimer leurs rêves, et également les problèmes moteurs, les douleurs, les spasmes, les contractions. Les autres problèmes de sommeil, l'apnée, l'impatience et les mouvements périodiques, ça survient dans la maladie de Parkinson, mais ça survient également chez les gens qui n'ont pas la maladie de Parkinson à un niveau, à une prévalence identique. Maintenant, je vais regarder un peu qu'est-ce qui peut avoir un impact sur le sommeil. Donc, il n'y a pas juste la maladie de Parkinson, mais il y a différents facteurs que je vous ai montrés tout à l'heure dans ma figure. Ici, nous avons l'âge, parce que lorsqu'on vieillit, malheureusement, on dort moins bien. Qu'est-ce qui se passe, en fait, c'est que les stades profonds de sommeil, les stades 3 et 4, il y en a moins. Ces stades-là sont diminués, donc la personne dort moins profondément, en quelque sorte. Le sommeil se fragilise. Et on observe un sommeil qui est plus court et qui est plus léger. Donc, les gens vont se réveiller plus fréquemment, ils vont se réveiller plus tôt, et le sommeil va être moins efficace. C'est malheureusement ce que le vieillissement provoque pour le sommeil. Et lorsqu'on compare un tracé de sommeil d'une personne jeune à une personne âgée, qu'est-ce qu'on voit? C'est en jaune. Ce qui est en jaune ici, ce sont des éveils qui sont plus fréquents et plus longs que les jeunes ici qui ont 1 ou 2 éveils, alors qu'ici, on en a 5, 6. Et on voit ici en début de nuit, il devrait y avoir du sommeil 3 et 4, mais il n'y en a pas. Il y en a très peu, en fait, alors que chez les jeunes, il y en a beaucoup. Donc, le sommeil devient plus fragile avec l'âge et ça, personne ne peut résister à ça. C'est ce qui arrive. Donc, on sait que le Parkinson est associé également au vieillissement, à l'âge. Donc, il y a quand même un aspect âge qui peut avoir un impact sur votre sommeil. Quelle est la cause? Pourquoi l'âge comme tel? Bien, il y a des changements psychologiques. Souvent, en vieillissant, on va être un peu plus sensible au stress, aux inquiétudes, à la tristesse. Bon, pas chez tout le monde. Souvent, c'est une période, c'est la retraite également. Mais ça peut quand même être des sources d'inquiétude un peu plus grandes pour la personne qui va l'empêcher de dormir. Mais il y a également beaucoup de changements physiques. Les hormones sont un peu déréglées. Il peut y avoir prise de poids, donc possibilité d'avoir des apnées du sommeil, besoin d'uriner plus fréquent, sensibilité à la caféine qui change également et la prise de certains médicaments. Et les habitudes de vie vont changer également. Souvent, les gens vont faire plus de siestes durant la journée, donc ils vont hypothéquer leur sommeil de nuit. Mauvaise alimentation, sédentarité, c'est d'autres aspects de la vie de tous les jours qui peuvent affecter le sommeil durant la nuit. Il y a également le fait que dans la maladie de Parkinson, on sait qu'au niveau du cerveau, il y a certains neurones qui vont mourir. Il va y avoir perte de certains neurones et certains neurones qui sont également importants pour le sommeil. Donc, vous le savez qu'il y a des neurones qui sont importants pour la motricité, c'est ça qui est majeur dans le Parkinson, mais il y a également des structures du cerveau importantes pour le sommeil, chez qui ces parties-là du cerveau vont avoir de la difficulté à bien fonctionner chez les gens qui ont le Parkinson. Et c'est ce qui peut provoquer, entre autres, le trouble du comportement en sommeil paradoxal, les gens qui vont mimer leurs rêves, et ça peut provoquer également la somnolence excessive que vous allez vivre durant la journée. Il y a les symptômes moteurs de la maladie de Parkinson, les tremblements, la rigidité, la douleur, le ralentissement moteur qui survient également durant la nuit, et ça peut rendre votre sommeil plus fragile. Et on sait que dans la maladie de Parkinson, les troubles de l'humeur sont un peu plus fréquents également, comme l'anxiété, les inquiétudes, la tristesse également. Et ce sont les troubles de l'humeur ou les perturbations de l'humeur peuvent affecter également le sommeil. Donc, il y a un aspect âge qui est là, il y a un aspect associé à la maladie de Parkinson comme telle, et il y a un aspect associé également aux habitudes de vie. Par exemple, de consommer de l'alcool de façon excessive juste avant de se coucher, ça peut fragiliser le sommeil. Le sommeil va être plus léger et fragmenté. Il va y avoir plusieurs éveils durant la nuit. La caféine, ce n'est pas très ami avec le sommeil. Si vous prenez de la caféine, un café ou du chocolat en après-midi ou en soirée, ça va hypothéquer votre sommeil. De faire trop de siestes durant la journée, de moins bien gérer le stress également, surtout le stress qui se produit durant la soirée,
Et malheureusement, avec la télévision, avec les tablettes électroniques, ça produit de la lumière et ça l'envoie à votre cerveau le signe que c'est la journée. Donc, si vous écoutez la TV avant de vous endormir, si vous lisez avec votre tablette avant de vous endormir, ça peut hypothéquer votre sommeil. Mais là, je suis prudent parce qu'il y a des gens peut-être ici dans la salle qui, depuis des années, vont écouter la TV avant de s'endormir et c'est correct comme ça si ça n'a pas d'impact sur votre sommeil. Mais si vous vous plaignez de votre sommeil durant la nuit, peut-être que d'écouter la TV va faire que vous allez avoir plus de difficultés à vous endormir. La médication également que vous prenez pour votre Parkinson, la médication dopaminergique, il y a plusieurs médicaments, plusieurs classes de médicaments. Certains de ces médicaments-là peuvent fragiliser votre sommeil, créer parfois des cauchemars ou durant la nuit, vous allez faire des rêves qui sont plus intenses. Ça peut arriver également. Et certains médicaments vont également causer une fatigue, une somnolence durant la journée qui est plus importante que normalement. Donc, en gros, qu'est-ce qui cause les problèmes de sommeil dans la maladie de Parkinson? C'est plusieurs facteurs. Donc, ce n'est pas un seul facteur et c'est ce qui rend parfois difficile de traiter ou d'intervenir, c'est que c'est multifactoriel. L'âge va jouer un rôle, la maladie comme telle va jouer un rôle, les habitudes de vie vont jouer un rôle et la médication va jouer un rôle. Donc, l'important, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui, dans tout ça, a modifié votre sommeil. Pourquoi votre sommeil a été modifié, quand il a été modifié, et essayer de faire une enquête, en fait, par vous-même, puis essayer d'identifier une cause. Comment intervenir? Parce que c'est beau, on a identifié quelque chose, malheureusement, on souffre de quelque chose, un trouble du sommeil, mais on peut intervenir. Donc, si vous vous plaignez de la qualité de votre sommeil, moi, je vous conseille d'en parler avec votre médecin. Les neurologues sont de plus en plus sensibles à cet aspect-là de la maladie de Parkinson, donc c'est bien de le prévenir. Et si vraiment il y a quelque chose dont on ne connaît pas la cause, bien, il existe en fait les laboratoires de sommeil. Ici, dans la région, à Sherbrooke, je crois qu'il y en a un, mais à Montréal, il y en a d'autres. Donc, on va investiguer, on va faire une enquête sur votre sommeil. On va vous demander de dormir à l'hôpital dans un laboratoire spécialisé pour le sommeil. Et ça permet en fait de valider qu'il y a bel et bien un trouble du sommeil. Ça permet également de préciser la nature, de préciser les causes et de vous offrir également un traitement. Donc, vous allez voir en fait un médecin spécialisé en troubles du sommeil qui va essayer d'investiguer quelle est la cause, s'il y a vraiment un trouble de sommeil, et d'offrir un traitement par rapport à ce trouble de sommeil-là. Vous, dans la vie de tous les jours, vous avez par contre des stratégies que vous pouvez faire, et c'est ce dont je vais vous parler ici, donc les stratégies pour favoriser votre sommeil. On va regarder au niveau des éléments perturbateurs. Qu'est-ce qui peut perturber votre sommeil? Par la suite, je vais vous parler de certains traitements. J'ai appelé ça traitements médicaux, mais en fait, c'est traitements comportementaux, traitements médicaux qui peuvent avoir un impact pour améliorer votre sommeil, corriger certaines habitudes de vie, adapter votre environnement, adapter votre chambre pour que ce soit un milieu propice au sommeil. Et bien sûr, je vais vous donner quelques ressources que vous pouvez aller chercher par vous-même. Donc, on dit souvent que le traitement est au cœur, en fait, personnalisé à chacune des personnes, mais je pense que c'est à chaque personne ici à faire les démarches pour essayer de mieux comprendre ses problèmes de sommeil. Donc, identifier l'élément perturbateur. Donc, vous souffrez de problèmes de sommeil, il est probablement arrivé quelque chose, il y a probablement un moment où c'est arrivé. Donc, essayez d'identifier. Est-ce que c'est une manifestation de votre Parkinson? Est-ce que c'est que durant la nuit, vous avez une rigidité, un ralentissement qui vous empêche de bien bouger comme vous aimeriez? Est-ce que ce sont des crampes? Est-ce que ce sont les périodes off de votre médication également qui surviennent durant la nuit? Donc, tout ça, essayez de réfléchir à ça, essayez d'en parler avec votre médecin. La constipation peut également rendre le sommeil un peu plus difficile parfois, les brûlements d'estomac, l'envie d'uriner. Et on sait que ces symptômes-là sont un peu plus fréquents dans le Parkinson également. Donc, est-ce que c'est ces facteurs physiques-là qui affectent votre sommeil? Est-ce que c'est des difficultés à respirer? On sent qu'il y a un poids au niveau de la poitrine, on a de la difficulté à se calmer, à bien respirer. Donc, ça pourrait être de l'anxiété. Ou ça pourrait être de l'apnée du sommeil. Si vous avez un peu de difficulté à respirer durant la nuit, c'est peut-être que vous souffrez d'apnée du sommeil. Est-ce que c'est des douleurs? Est-ce que c'est de l'inconfort? Est-ce que c'est des cauchemars trop fréquents qui font que vous vous éveillez et par la suite, vous avez de la difficulté à vous rendormir? Donc, essayez de voir si dans la physique de votre corps, il y a des choses qui se produisent qui pourraient perturber votre sommeil. Est-ce que c'est des causes psychologiques? Est-ce que vous avez subi un stress important dans les derniers jours, dans les derniers mois, qui peuvent avoir affecté votre sommeil? Bon, ça peut être des changements de vie, des changements tant positifs que négatifs. Ça peut être une retraite, par exemple, mais c'est un événement qui va créer du stress.
C'est peut-être l'annonce du diagnostic également qui est quand même perturbant. Ça peut être des pertes également, des pertes au niveau d'un conjoint, les enfants, les petits-enfants, perte de revenus également. Donc, c'est tous des facteurs qui peuvent affecter votre santé psychologique et on sait que le sommeil est très fragile à des perturbateurs de votre santé psychologique. Ou des conflits, et ça, je dis toujours le conseil, c'est pas avant de s'endormir qu'il faut régler ces conflits. Donc, si vous avez un conflit avec votre conjointe ou votre conjoint, dormez là-dessus et le lendemain matin, c'est le bon moment pour en parler. Ça peut être également de l'anxiété excessive, donc des peurs, des inquiétudes ou une tristesse qui est excessive. Donc, tous les aspects qui vont affecter votre santé psychologique et qui vont perturber nécessairement votre sommeil, parce que le sommeil est très, très fragile à ces perturbateurs-là. Donc, quoi faire quand c'est des facteurs associés à la maladie de Parkinson? En fait, avec votre neurologue, avec votre médecin, vous allez essayer de trouver un compromis entre bien gérer vos problèmes moteurs et bien gérer votre sommeil également. Donc, c'est vraiment, je vous dirais, de trouver la bonne dose, la bonne combinaison de médicaments qui vous permettent, en fait, de traiter votre trouble du sommeil sans affecter non plus le traitement de vos problèmes moteurs. Donc, c'est de trouver cet équilibre-là. Ça peut être de distribuer tout au long de la journée le dosage. Ça peut être d'ajuster la lévodopa, par exemple, ou les agonistes dopaminergiques. Utiliser de la médication à longue action, combiner certains médicaments. Donc, parlez-en avec votre médecin, avec votre neurologue et essayez de voir s'il y a des possibilités de modifier votre médication si les problèmes de sommeil sont causés par les médications. Donc, c'est d'où l'importance de bien faire l'enquête. Mais avant de changer votre médication, il faut toujours en parler avec votre neurologue. Si on identifie un problème d'apnée du sommeil, bien, il y a un traitement. C'est un masque qu'on appelle le CPAP. Donc, c'est un masque qui va rétablir la respiration. En fait, il y a un petit peu d'air qui va être injecté dans le système respiratoire, puis ça va ouvrir la respiration. Ça va vous permettre de bien respirer. Ça a l'air compliqué. Hein? C'est un masque. Les gens vont se dire non, je ne pourrais jamais dormir avec ça. Bien, habituellement, les gens dorment assez bien avec ça. Ça prend quelques nuits, mais lorsque c'est installé et que ça marche, les gens voient tellement de bénéfices durant la journée, hein, ça permet parfois vraiment de régler la somnolence. Donc, les gens parviennent à bien s'adapter. Et il y a des médicaments également qui existent pour les impatiences musculaires. Pour le trouble comportemental en sommeil paradoxal, les gens qui vont bouger comme ça, on va traiter le symptôme, on va donner en fait un benzodiazépine ou de la mélatonine. Ça va avoir pour conséquence de calmer ces comportements violents-là durant la nuit. Et pour ce qui est de l'insomnie, ce qui a été démontré comme le plus efficace, c'est de combiner à la fois une médication à un traitement, à une psychothérapie. Souvent, la médication, donc les somnifères qu'on dit, ça va être utilisé dans les formes d'insomnie aiguë lorsqu'un événement important arrive, mais il existe une psychothérapie, c'est ça dont je vais vous parler tout à l'heure, des trucs qui permettent, j'appelle ça des trucs, mais en fait, c'est des trucs bien normés, validés, qui vont permettre d'améliorer le sommeil. Donc, il y a premièrement la douleur. Hein. Si vous souffrez de douleur durant la nuit ou durant la journée, bien, il y a différentes façons pour y faire face. Appliquer du chaud ou du froid, certains massages, des exercices de souplesse, d'étirement et de posture, comme le tai chi par exemple, ou la danse. Certains bains relaxants, des distractions et de l'imagerie mentale. Hein. Essayer de se distraire de différentes façons, ça va permettre de soulager la douleur, du moins de dévier un peu notre attention de la douleur. Et il y a certains analgésiques que vous devriez voir avec votre médecin pour s'assurer que c'est les bons médicaments que vous prenez. Pour ce qui est des symptômes anxieux et dépressifs comme tels, il y a différentes façons. Hein. Il y a des thérapies qui existent également, mais on va souvent parler de bien connaître la maladie. À la fois la maladie de Parkinson, mais à la fois la dépression. Qu'est-ce que c'est? Renseignez-vous, posez des questions. Vous avez des groupes de soutien ici qui permettent justement parfois de se confier. On va également dire aux gens d'éviter l'isolement, de ne pas s'isoler, essayer de continuer à avoir des activités sociales, des activités professionnelles, d'être impliqué. Et encore ici, pour l'anxiété et la dépression, c'est souvent d'associer une médication temporaire avec une psychothérapie qui est le plus idéal, qui est qui fonctionne le plus. Et il y a tout ce qui s'appelle groupe de soutien, activités sportives, activités sociales, pour éviter, en quelque sorte, l'isolement. Alors, pour ce qui est des prochaines diapositives, je vais me concentrer un peu plus sur l'insomnie, parce que par les études, on sait que c'est une des plaintes les plus importantes à la fois chez les personnes âgées, mais à la fois chez les personnes qui souffrent de la maladie de Parkinson. Donc, l'insomnie, c'est lorsqu'on a des difficultés à initier le sommeil. Donc, avant de s'endormir, on peut passer 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes avant de s'endormir, et c'est perturbant pour la personne. La personne n'aime pas ça.
ou de maintenir notre sommeil, comme je parlais tout à l'heure. Donc, on s'endort assez bien, on dort quelques heures et pouf, on se réveille vers 2, 3, 4 heures et on est incapable ou c'est très difficile pour nous de se rendormir par la suite. Comment ça s'installe l'insomnie? C'est un peu sournois, d'accord? Il y a des facteurs qui sont prédisposants, il y a des facteurs qui sont précipitants et il y a des facteurs qui vont perpétuer l'insomnie. Dans les facteurs prédisposants, on parle de l'âge, on parle des habitudes de vie, on parle des personnalités également. Si vous êtes une personnalité un peu plus anxieuse, un peu plus réactive aux émotions, ça peut vous prédisposer à l'insomnie. L'avancement en âge nous prédispose également à l'insomnie, comme je vous ai montré tout à l'heure, et de soit conserver certaines habitudes de vie qui sont plus ou moins saines pour le sommeil, ou de commencer certaines habitudes de vie qui sont également plus ou moins saines pour le sommeil. Par exemple, la télévision ou l'utilisation de tablettes juste avant de se coucher. Donc, on est une personne prédisposée, ça va bien, on est jeune, c'est correct, mais tout à coup, il va arriver un facteur précipitant. Donc, un stress, un changement important, une perte de revenus, un deuil, un déménagement, une maladie. Donc, c'est un facteur qui va nous précipiter dans l'insomnie. Donc, une insomnie souvent de courte durée, mais c'est presque certain que ça va affecter notre sommeil. Hein, vous avez vécu des événements perturbants dans votre vie et probablement que vous avez moins bien dormi dans ces moments-là. Donc, vous êtes prédisposé, il y a un facteur qui vous précipite dans l'insomnie. Ça va être une insomnie aiguë, mais ça peut se chroniciser s'il y a des facteurs perpétuants, donc des problèmes comportementaux, émotionnels et cognitifs qui vont perpétuer l'insomnie. Je vais les aborder un peu plus tout à l'heure. Pardon, j'ai un petit peu de problème avec ma voix. Donc, l'évolution de l'insomnie. Donc, on va parler chez quelqu'un qui n'est pas encore insomniaque de vulnérabilité. Donc, c'est la présence de facteurs prédisposants. Par la suite, va arriver ce qu'on appelle l'insomnie aiguë. Donc, c'est des facteurs prédisposants avec des facteurs précipitants qui vont vous précipiter dans l'insomnie. On parle d'insomnie aiguë parce que ça arrive suite à un stress et ça dure habituellement quelques jours, quelques semaines. Donc, on n'a pas à s'inquiéter. On s'inquiète quand ça devient chronique, quand ça se perpétue pendant des mois et des années. Donc, vous avez des facteurs prédisposants, précipitants et perpétuants. Donc, je vous l'ai dit, il existe une médication, des médications, mais la médication, ce que je vous conseille, et je ne suis pas médecin, donc soyez quand même critique par rapport à ce que je veux vous dire, mais souvent, les médecins vont proposer la médication quand c'est une insomnie qui est aiguë, quand c'est seulement quelques jours, quelques semaines que vous allez l'utiliser pour vous permettre un peu de passer la crise, le stress qui survient. Par exemple, il existe sur le plan psychologique des très bonnes thérapies. Et je vais vous parler un peu de la thérapie comportementale cognitive qu'on appelle TCC. Donc, c'est un traitement reconnu pour l'insomnie. Hein. C'est près de 60 à 80 des gens qui vont se sortir de leur insomnie avec ce traitement-là. Donc, c'est connu, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Ça va modifier vos comportements et votre façon de penser par rapport au sommeil, par rapport à l'insomnie. Donc, on va jouer sur les habitudes de vie, on va jouer sur votre façon de penser par rapport à l'insomnie. Ça peut être individuel ou en groupe. Les deux ont été bien testés et ça dure environ 8 sessions. Donc, c'est pas beaucoup, 8 sessions d'1 heure et avec ces sessions-là, vous êtes habituellement en mesure de mieux gérer votre insomnie. Qu'est-ce qui est fait dans ces thérapies-là? Premièrement, on va essayer de contrôler le stimulus. Qu'est-ce que c'est en quelque sorte? C'est qu'on va reconditionner notre perception par rapport au sommeil et on va établir des comportements qui vont favoriser le sommeil. Par exemple, réserver 1 heure pour la détente et développer une routine avant d'aller au lit. J'ai des jeunes enfants et la routine, c'est vraiment la meilleure chose avant de les envoyer au lit. Donc, prendre un bain, prendre une douche, se brosser les dents, mettre son pyjama, raconter une histoire, faire un câlin, donner un bisou et voilà. C'est ce que je fais avec mes enfants. Et on a tous quelque part une certaine routine le soir. Hein? On se brosse les dents, on ouvre un livre. L'important, c'est de garder 1 heure avant le sommeil pour cette routine-là, pour vous préparer à votre sommeil. Votre cerveau va se préparer à aller au lit, va se préparer à s'endormir si vous êtes capable d'établir cette routine-là. Allez au lit uniquement lorsque vous êtes somnolent. Ça se pourrait que vous soyez du type à être bien éveillé à 11 heures et vous êtes comme ça. À 11 heures le soir, vous êtes éveillé, ce n'est pas votre heure pour aller vous coucher. Mais vers minuit, vers 1 heure, c'est là que vous allez vous sentir somnolent. C'est à ce moment-là que vous devriez aller au lit. D'accord? Donc,
Allez au lit uniquement lorsque vous sentez que le sommeil est tranquillement en train de s'installer. Réservez le lit, la chambre pour le sommeil. Et je vous dirais également pour les activités de nature sexuelle, donc les activités de couple. Donc, réservez le lit pour ces choses-là. Donc, je vous conseille de ne pas écouter la TV dans votre lit, de ne pas lire les journaux dans votre lit, de ne pas régler des problèmes dans votre lit, de ne pas travailler dans votre lit. Donc, réservez le lit pour le sommeil ou les activités sexuelles. Comme ça, le cerveau sait que c'est un endroit qui est intéressant pour le sommeil, qui est capable d'associer le lit au sommeil et non à toutes sortes d'autres activités qui ne favorisent pas le sommeil. Lorsque vous êtes au lit et que vous ne dormez pas, après 20 minutes, sortez de votre lit. Ne restez pas dans votre lit. Encore là, pour que votre cerveau puisse associer le lit au sommeil, un endroit reposant, un endroit relaxant. Donc, si vous vous réveillez dans la nuit, après 20 minutes, levez-vous, allez vous préparer une tisane, faites une activité tranquille, prenez un livre, mais sortez du lit. Et lorsque vous retrouvez la somnolence, lorsque vous vous rendormez, vous retournez dans votre lit. Quittez le lit à la même heure chaque matin. Ça, c'est très important d'essayer d'avoir une heure régulière de lever le matin, toujours la même. Et essayez de ne pas faire de sieste durant la journée. Si vous souffrez d'insomnie, si vous vous plaignez de votre sommeil durant la nuit, essayez de vous retenir à faire des siestes durant la journée parce que vous allez hypothéquer votre sommeil de soir. Encore là, si vous voulez en faire une, faites-en une courte juste après le dîner, mais pas plus tard qu'après le dîner. Il y a également ce qu'on appelle la restriction de sommeil. Donc, restreindre le temps passé au lit au temps dormi. Et ça revient un peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous vous réveillez dans le lit et que vous êtes très réveillé, que ça dure plus de 20 minutes, sortez du lit pour que votre cerveau associe le lit au sommeil. Nécessairement, si vous restreignez votre temps au lit à dormir, c'est fort possible que dans les prochaines journées, vous soyez plus somnolent durant la journée. Essayez par contre de rester éveillé pour ne pas hypothéquer votre sommeil de nuit. C'est important également de modifier nos croyances et nos attitudes par rapport au sommeil, parce qu'on entend souvent dans les médias, souvent lorsqu'on parle avec des gens, que nous avons besoin de 8 heures de sommeil pour être fonctionnels durant la journée. C'est pas vrai, d'accord? C'est personnel à chaque personne. Chaque personne a son besoin de sommeil qui varie d'une personne à l'autre. 7 à 8 heures, c'est une moyenne, et c'est une moyenne chez les jeunes. Chez les personnes âgées, on parle de 5 à 6 heures la moyenne de sommeil pour se sentir assez bien reposé. Mais pour vous, ça pourrait être 8 heures, pour une autre personne, ça pourrait être 5 heures, et pour une autre personne, c'est peut-être 11 heures. Donc, c'est vraiment, c'est personnel, et c'est pas parce que durant quelques nuits, vous dormez moins bien que c'est grave. Donc, il faut changer notre attitude, nos croyances par rapport à ça. Changer la façon de penser diminuera la détresse émotionnelle et diminuera l'impact sur le sommeil. Si après 1 ou 2 nuits d'absence de sommeil ou d'un sommeil un peu fragmenté, vous commencez à faire de l'anxiété, à vous inquiéter pour ça, bien, c'est sûr que là, vous allez perpétuer cette inquiétude-là et c'est comme une boucle. Vous allez moins bien dormir les nuits subséquentes. Donc, il faut relativiser ça. Moi, quand mes enfants se réveillent la nuit, ma nuit est massacrée. Je me réveille le lendemain matin puis je me dis, bon, c'est pas grave. Oui, il risque de se réveiller demain, mais c'est pas parce que j'ai manqué 2 heures de sommeil durant ma nuit que ma journée va être gâchée. Donc, il faut, je crois, diminuer nos attentes par rapport à ça. Ça ne vise pas à minimiser les problèmes de sommeil ou les plaintes de sommeil. C'est important quand même parce que vous vivez une détresse. Mais ça permet de relativiser les choses, de faire que si on ne dort pas, on ne va pas en mourir demain. D'accord? Ça va, c'est difficile, mais ce n'est pas une raison justement pour développer un peu plus d'anxiété par rapport à ça. On va également travailler l'hygiène de sommeil. Donc, on va regarder au niveau de la caféine. Donc, éviter de prendre de la caféine après le souper. Éviter l'alcool également dans la soirée pour ne pas fragmenter le sommeil. Évitez également de manger un repas qui est trop lourd quelques heures avant d'aller vous coucher. Donc, les gros soupers, ça peut affecter votre digestion, donc affecter la qualité de votre sommeil. Minimiser le bruit, minimiser la lumière et la température. Très, très important d'avoir des rideaux qui sont opaques, d'accord, pour empêcher la lumière de rentrer dans la chambre. Quand la lumière rentre dans la chambre, le cerveau reçoit un message, c'est de se réveiller. Donc, avoir une chambre la plus opaque possible, la plus silencieuse possible également, et avoir une température autour de 19, 20, 21. Le corps, durant la nuit, se refroidit un peu et aime, peut-être pas pour tout le monde, mais aime justement se sentir autour de 19, 20, 21 degrés Celsius. Si c'est trop chaud, les gens vont moins bien dormir.
Et bon, écoutez, ne pas boire trop de liquide avant 19 heures parce que ça va peut-être faire que vous allez avoir envie d'aller aux toilettes. Bon, mais ça, on le dit, puis hier, j'ai malheureusement bu un gros verre d'eau avant d'aller me coucher. Ça a scrappé ça a affecté mon sommeil. Donc, c'est des conseils, en fait. Pour ce qui est de l'hygiène de vie aussi, bon, adopter un style de vie qui favorise une bonne gestion du stress. Bien gérer ses émotions, surtout avant le sommeil. Donc, c'est pas le temps d'avoir des discussions importantes avec votre conjointe avant le sommeil. Ça peut vous perturber émotionnellement, ça peut rendre, s'il y a un conflit ou s'il y a des choses qu'on parle là, c'est sûr qu'on va avoir la difficulté à s'endormir. Et bien sûr, établir une bonne communication avec ses pairs. Donc, encore là, c'est des choses qui sont pas juste bonnes pour le sommeil, mais bonnes pour la vie en général. Donc, suite à ce travail-là que souvent vous allez faire, soit par vous-même avec la lecture du livre que je vais vous donner tout à l'heure, ou soit dans des groupes de thérapie pour le sommeil, vous allez avoir des moments où ça va être plus difficile, c'est certain. Donc, des nuits, vous allez passer au travers des moments plus difficiles. Donc, il faut continuer le travail, il faut continuer les efforts, il ne faut pas se décourager. Il faut également essayer de prévenir les rechutes. Donc, mais faire attention de distinguer une défaillance d'une rechute et d'un effondrement. Donc, chez les gens chez qui ça fonctionne, cette thérapie-là, il y a des rechutes. C'est normal. Mais une rechute, il ne faut pas voir ça comme étant un effondrement. C'est une défaillance. Il s'est passé quelque chose. On a rechuté pendant quelques nuits, mais j'ai les trucs. On m'a enseigné les trucs. J'ai appris ces trucs-là. Je vais les remettre en mouvement, ces trucs-là. Je vais recommencer les trucs qu'on m'a donnés. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir des périodes un peu plus creuses par rapport à nos nuits. C'est tout à fait possible et tout à fait normal d'avoir d'autres nuits occasionnelles d'insomnie. Et en fait, ça nous permet d'identifier qu'est-ce qui a provoqué ces périodes d'insomnie-là une fois que j'ai fait la thérapie. Ça permet d'identifier est-ce qu'il y a des choses, est-ce que c'est le café que j'ai pris parce que j'avais une fête avec des amis, est-ce que c'est l'alcool que j'ai pris, est-ce que c'est le nouveau médicament que j'ai introduit ou un changement dans mes médications. Donc, servez-vous de ces indices-là quand il se produit des nouvelles nuits d'insomnie pour essayer d'enquêter un peu sur qu'est-ce qui a pu se passer. Et n'hésitez pas, puis je crois que vous êtes très sensibilisés à ça parce que vous êtes ici ce soir, à faire appel vraiment aux associations, aux groupes de soutien, à la famille, aux amis. Donc, c'est peut-être important des fois d'en parler avec vos proches et surtout avec votre médecin. Et n'hésitez pas à consulter un psychologue également. Les psychologues sont de plus en plus formés à cette thérapie-là, à la thérapie cognitivo-comportementale. Et c'est 8 séances, donc ce n'est pas une thérapie à long terme. Donc, ça peut être intéressant là, de consulter pour un problème spécifique de sommeil. Ici, je vous offre quelques ressources. Il y a un livre que je vous conseille, c'est pour moi qui l'ai écrit, donc je n'ai aucun conflit d'intérêt. C'est le livre « Vaincre les ennemis du sommeil ». C'est un professeur à l'Université Laval à Québec qui s'appelle Charles Morin. C'est aux Éditions de l'Homme. Donc, c'est un très bon livre, accessible au public, qui résume un peu ce dont je vous ai parlé à la fin. Donc, la thérapie pour l'insomnie dont je vous parlais tout à l'heure, c'est détaillé dans ce livre-là avec des exemples, avec des agendas de sommeil. Donc, c'est vraiment le livre que je vous conseillerais. Il existe une fondation du sommeil, qui est la Fondation Sommeil à l'adresse courriel que vous avez en bas. Je pourrais les laisser, là, cette diapo-là, si vous voulez prendre des notes, vous approchez tout à l'heure. Et sur le plan de la recherche, il y a un nouveau réseau, un réseau qu'on appelle le réseau Parkinson Québec. Et qu'est-ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on recrute des gens, les gens donnent leur nom pour des recherches et il y a certains projets de recherche, pas juste sur le sommeil, mais également sur d'autres aspects de la maladie de Parkinson, mais il y a plusieurs projets qui touchent le sommeil également, donc c'est peut-être une façon de collaborer à la recherche au Québec, donc par le réseau Parkinson Québec. C'est tout. Je vous remercie. Pour les questions... Pour les questions, maintenant, c'est la période qui concerne un peu des questions qui concernent tout le monde. Donc, ce n'est pas des questions qui sont personnelles à vous. Si vous avez des questions plus personnelles à vous, venez me voir après. Lorsqu'on va éteindre la caméra, ça va me faire un plaisir. Mais si les questions que je vous demande, en fait, c'est sur la compréhension de ce que je vous ai dit ou des questions générales qui vont permettre d'aider un peu tout le monde dans la salle. Donc, gênez-vous pas. C'est à vous de briser la glace. Vous avez parlé que dans la maladie de Parkinson, il y a une mort de cellules qui sont impliquées dans le sommeil. Mm-hmm. Est-ce que c'est le cas pour toutes les maladies neurodégénératives?
Donc, la question, c'est, j'ai abordé à un certain moment qu'il y a dans le cerveau des gens qui ont la maladie de Parkinson des groupes de neurones qui vont dégénérer, qui vont mourir. Et ces groupes de neurones-là sont importants pour l'éveil et sont importants pour le sommeil. C'est plus fréquent dans la maladie de Parkinson que dans d'autres maladies dégénératives. Je vais prendre la maladie d'Alzheimer comme autre modèle. La maladie d'Alzheimer, la plupart des neurones qui vont mourir, c'est au niveau vraiment des régions supérieures du cerveau, ou juste un peu en dessous, dans des régions pas vraiment impliquées dans le sommeil ou un peu impliquées dans le sommeil. Donc, les problèmes de sommeil ne seront pas aussi fréquents dans la maladie d'Alzheimer que dans la maladie de Parkinson. Dans la maladie de Parkinson, c'est surtout, en début de maladie, des groupes de neurones qui sont situés au niveau du tronc cérébral. Et le tronc cérébral, c'est une partie vraiment importante pour les fonctions vitales de l'être humain, comme respirer, être vigilant, dormir. Donc, c'est une région très primitive. Et dans la maladie de Parkinson, malheureusement, c'est des groupes de neurones qui vont mourir, parfois très tôt dans la maladie. D'où l'aspect que les troubles de sommeil sont très fréquents dans la maladie de Parkinson et peuvent arriver très tôt dans la maladie de Parkinson. Et parfois même avant le début des symptômes moteurs de la maladie de Parkinson. Donc, le sommeil est un symptôme non moteur majeur pour les gens qui souffrent de la maladie de Parkinson, comparativement à d'autres maladies dégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Oui? Oui. Ça va revenir. Pensez à autre chose. Pas de problème. Oui, merci. Ils ont fait des recherches à McGill ou à Laval sur quelque chose qui pourrait corriger le Parkinson. Là, on ne parle pas seulement de ralentir, on parle de guérir. Est-ce que ça évolue? Est-ce que vous êtes au courant de cette recherche? La question, c'est, dans certaines universités comme McGill et l'autre, c'est l'Université Laval que vous avez dit? Oui, il y a de la recherche actuellement qui porte sur les traitements, des traitements pour la maladie de Parkinson. À moins que je me trompe, est-ce que c'est d'implanter certains groupes de cellules dans le cerveau pour corriger? Bon. Je ne sais pas exactement, mais je sais que c'est quelque chose qui prévoit non seulement retarder, Oui. mais corriger. D'accord. C'est actuellement, il y a beaucoup de recherches qui se fait à la fois dans l'Alzheimer ou la maladie de Parkinson pour essayer de détecter le plus tôt possible la maladie pour pouvoir agir le plus rapidement possible avec des molécules, soit des molécules, des médicaments qui vont ralentir ou arrêter la progression. Malheureusement, on commence tout juste à identifier ces molécules-là. Donc, on n'est pas actuellement en mesure de les tester à grande échelle, mais il y a beaucoup de travaux à la fois fondamentaux et cliniques, qui cherchent à identifier des nouvelles molécules qui pourraient permettre de ralentir, d'arrêter. Il y a d'autres médicaments ou d'autres traitements, entre autres, bon, je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine-là, mais bon, de remplacer des cellules par des cellules souches en quelque sorte, ou même certains stimulateurs. Ça peut avoir un impact sur certains symptômes moteurs. Ça demeure par contre à déterminer si ça a un impact sur d'autres symptômes de la maladie, comme les problèmes de sommeil. Le cerveau est très complexe. Dans le cerveau, il y a plusieurs parties. Et malheureusement, dans la maladie de Parkinson, il y a plusieurs symptômes. Il y a les symptômes moteurs que vous vivez, mais il y a également des symptômes cognitifs, des symptômes à propos de l'humeur, des symptômes à propos du sommeil, des symptômes au niveau du système autonomique, comme la constipation. Donc, malheureusement, c'est une maladie dans laquelle il peut y avoir plusieurs symptômes et ce sont des groupes de neurones différents dans le cerveau. D'où l'importance d'aller le plus tôt possible détecter les gens à risque de Parkinson avant même que ces systèmes-là dégénèrent. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir savoir également, c'est est-ce que le traitement, par exemple, des problèmes moteurs peut également ralentir ou traiter les autres symptômes non moteurs. Pour ce qui est précisément de votre question, je ne pourrais pas aller plus loin que ça. Je ne peux pas vous dire quel en est actuellement l'état Mais il y a beaucoup de travail à faire encore, malheureusement, mais je vous dirais qu'il y a beaucoup de gens actuellement qui sont... beaucoup de chercheurs et beaucoup de neurologues qui s'intéressent à cet aspect-là. Je vous parlais du réseau Parkinson Québec. On est tous très allumés au fait qu'il faut identifier le plus tôt possible et maintenant, on est à l'ère de la neuroprotection. Il faut trouver des molécules qui vont protéger les neurones du cerveau. Mais c'est encore quelques années de travail, malheureusement. Une autre petite question. Dans ma famille, je me retrouve à être le seul à avoir cette
pogné. OK. Je ne suis pas le spécialiste, étant donné, et ça sort un peu du sujet du sommeil. Par contre, l'aspect génétique dans la maladie de Parkinson est relativement minime. D'accord? Il y a une certaine vulnérabilité génétique, mais la plupart des recherches actuellement portent sur des facteurs environnementaux, entre autres. Et probablement que c'est multifactoriel encore là. Donc, d'identifier quelle est la raison, c'est très difficile. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas bien répondre à cette question-là, étant donné que je ne suis pas le spécialiste. Oui, madame. J'ai une question. Vous avez parlé qu'il existe des médicaments pour l'impatience musculaire. Est-ce que vous pouvez m'en donner? Oui, je vais être prudent encore là parce que je ne suis pas médecin. Je sais que le Mirapex, qui est également Mirapex Pramipexole, qui est utilisé également pour la maladie de Parkinson, mais c'est également une molécule qui permet de traiter, je ne parlerai peut-être pas de traitement, là, mais de minimiser les impatiences musculaires. Il y a beaucoup d'agents dopaminergiques, en fait. Mais si vous en parlez avec votre neurologue, et bon, j'ai un collaborateur, Jacques Monplaisir, qui, il y a quelques années, a travaillé sur le Mirapex dans les impatiences musculaires, puis ça s'est avéré très efficace. Est-ce qu'il est pas à Sacré-Cœur? Oui, Sacré-Cœur, c'est ça, c'est un collègue. Oui. Mais les médecins, vos médecins devraient être au courant des traitements pour les impatiences musculaires. Oui? Oui. Je l'écris, c'est pas ici, fait que ça va être plus facile. La plupart des gens prennent des médicaments aux 3 ou 4 heures durant la journée. La nuit, on ne prend pas de médicaments. Y a-t-il une raison que vous connaissez? Pourquoi est-ce qu'on n'en prend pas la nuit? La question, c'est la médication que vous prenez pour la maladie de Parkinson, c'est souvent le jour, à intervalles réguliers. Pendant la nuit, il y a une bonne période où il n'y a pas de prise de médicaments. Je ne pourrais pas vous répondre, monsieur, je suis désolé, c'est ça. Je ne suis pas médecin, donc la raison pour laquelle la médication n'est pas donnée, ça, je ne pourrais pas vous répondre. Vous demandez qu'avec le sommeil, on trouver une relation. Aucune idée. Peut-être parce que la personne dort, justement. Peut-être que dans la salle ici, il y a des gens qui le prennent la nuit. Est-ce que c'est possible? D'accord. Je pense que ça dépend vraiment, c'est individuel à chacune des personnes. Ça dépend probablement de votre neurologue, de qu'est-ce que vous avez conclu avec votre médecin. Parce que je pensais que... On apprend tous les jours. Oui. Pas un test du sommeil, mettons, il check-tu juste pour l'apnée ou il check tout, il regarde tout l'ensemble quand ils mettent les... La question, c'est lorsqu'une personne vient dormir au laboratoire du sommeil, est-ce que c'est seulement l'apnée, par exemple, qu'on va regarder? En fait, il y a une raison de consultation primaire, je vous dirais, dont l'apnée, mais on va regarder tout au complet. Le montage que vous avez vu tout à l'heure, là, les électrodes et tout, ça permet de voir si vous avez le temps que vous avez dormi, la qualité de votre sommeil, ça permet de voir si vous n'avez pas bougé durant vos rêves, donc le trouble comportemental en sommeil paradoxal. Et on peut même vous faire des siestes durant la journée, donc à des moments précis. Il y a 4 à 5 siestes qui sont faites pour voir si vous ne souffrez pas de somnolence. Donc, on vous force en quelque sorte à dormir ou on vous isole dans votre chambre, comme si vous alliez dormir, faire des siestes, et on va mesurer le temps que ça vous prend avant de faire votre sieste. Il y a des gens qui n'ont pas ces siestes-là, donc, on regarde tout au complet, en fait. Oui? Une petite dernière question. Vous avez fait des études de cohorte ou des études par exemple, vous avez la personne physiquement chez vous et vous évaluez la qualité de son sommeil avec différents paramètres. Est-ce que, par exemple, le fait aussi d'avoir, une fois que la personne est décédée, d'avoir le cerveau, est-ce que ça révèle aussi des données par rapport au sommeil de la personne qu'elle a eu durant sa vie? C'est une excellente question. Est-ce que... Bon, je ne sais pas quel est le niveau de la recherche à ce niveau-là, mais est-ce que de faire don de son cerveau à certains hôpitaux et tout, ça permet de mieux comprendre les troubles du sommeil? Oui, mais il faut être prudent avec ça. Ça dépend à quel moment on a mesuré le sommeil de la personne et le moment de son décès également. Donc, idéalement, je vous dirais que c'est très rare les gens pour qui on peut avoir à la fois une mesure de sommeil en laboratoire et un décès qui est survenu dans lequel que la personne fait don de son cerveau et qu'on a les possibilités de l'analyser également. Donc, c'est toute une équipe multidisciplinaire. Oui, ça l'aide, mais parce qu'il y a beaucoup d'études dans le sommeil qui sont faites chez l'animal, donc ça nous a permis de bien comprendre les principes du sommeil.
Et dans la maladie de Parkinson ou dans le problème que je vous parlais de mimer les rêves, il y a quelques cas qu'on a, quelques accès à certains cerveaux qu'on a qui nous ont permis de localiser dans le cerveau là, certains centres du sommeil. Mais la grosse majorité des études se sont faites chez le rat et chez le chat dans les années 60-70. D'autres questions? Merci beaucoup. Une petite dernière, oui? Quel est le bénéfice pour un malade atteint de Parkinson d'aller dans les laboratoires du sommeil? Donc, quel est le bénéfice pour quelqu'un qui a la maladie de Parkinson d'aller dans un laboratoire du sommeil? Bon, premièrement, il y a pour la recherche. Bon, si vous ne souffrez pas de problème de sommeil, c'est correct, c'est un examen qui est inutile, que vous n'avez pas à faire. Si on suspecte que vous souffrez d'un problème de sommeil, à la maison, vous ne pourrez pas savoir c'est quoi. On peut difficilement savoir à la maison si vous faites de l'apnée du sommeil. On peut difficilement savoir si votre insomnie est quantifiable en quelque sorte. Donc, d'aller au sommeil, c'est comme de passer un examen, d'aller dans un laboratoire du sommeil, c'est comme un examen supplémentaire qui permet de savoir quelle est la cause et est-ce qu'on peut le traiter également, parce qu'on va vous offrir différents traitements. C'est aussi que ça se produit beaucoup chez les personnes qui sont atteintes de Parkinson. Mon ami sait qu'il a Parkinson. Oui. Est-ce qu'il se plaint de problèmes de sommeil? D'accord. Si c'est des difficultés à dormir, de l'insomnie, moi, j'irais vraiment, est-ce qu'on va en laboratoire? Peut-être pas nécessairement. On regarde si on peut améliorer là, par les techniques que je vous ai données. Par contre, si c'est un ajustement de médication, si au travers de ça, il y a de l'apnée, est-ce qu'au travers de ça, il n'y a pas des mouvements périodiques des jambes? Parce que les mouvements périodiques des jambes et l'apnée vont fragiliser le sommeil. Ça rend le sommeil très, très fragile. Est-ce que c'est de la somnolence? Donc, ça dépend si il est capable d'identifier lui-même une cause. Et si c'est un peu flou, ça serait peut-être important d'y aller. Mais je vous dirais que c'est un extra également. C'est un... Ça serait pour identifier s'il souffre d'apnée du sommeil. Entre autres. Ça serait pour identifier également est-ce qu'il y a des mouvements périodiques durant le sommeil qui va faire que son sommeil va être fragilisé. Le trouble comportemental en sommeil paradoxal, les gens qui miment le rêve, c'est important d'aller en laboratoire du sommeil parce qu'on peut mesurer l'activité musculaire. Donc, si c'est sa plainte, c'est de frapper durant la nuit, de crier, de déranger les gens dans sa chambre, sa conjointe par exemple, ça serait important qu'il aille valider que c'est bien le trouble comportemental pour qu'on lui donne une médication associée qui permet de réduire les problèmes. Il y a un médicament pour ça. Oui, le clonazepam ou la mélatonine, qu'on donne à petite quantité, puis ça fait que les gens vont moins boxer durant leur sommeil. Parfait, je suis disponible si vous avez des questions quelques minutes. Merci.